Les friponneries de Faust, épisode 1, Vegeta et Nietzsche. Bonjour messieurs, mesdames, les autres. Je suis Derryubermensch, le philo-catcheur, Faust. Saiyajin, Gold Saint, représentant du Hokuto Shinken, dernier membre de la NWO, mais surtout, la moitié du crépuscule des idoles. Spirituel, courageux, taquin, chafouin parfois, mesquin souvent, tel que je suis, et tel qu'il t'est interdit à jamais de te croire, déplorable maraud. Alors, pourquoi sommes-nous réunis aujourd'hui? Eh bien, devant tes yeux ébahis et tes oreilles écarquillées, voici venir le premier numéro des friponneries de Faust. Qu'est-ce que c'est que ça, s'il vous plaît? Eh bien, c'est très simple, pour ne pas dire simpliste. Ces vidéos ont pour but de faire le lien entre la pop culture et la philosophie. Parce qu'en effet, lorsque je ne suis pas sur le ring à fracasser quelques crânes, ou que je ne suis pas plongé dans mes livres de philosophie, n'est-ce pas Nietzsche, il m'arrive de rester quelque peu dans la pop culture. En effet, ma conviction personnelle est que la véritable intelligence n'est là que lorsqu'elle pourrait être absente. C'est beau. Évidemment, Manon. Mais n'aie crainte, jeune indigent. Ces vidéos ont justement pour but de rendre abordables des concepts et des idées de philosophie à des personnes qui ne les connaissent pas. En un mot, des ignares. Autrement dit, toi. Mais qu'est-ce que c'est? Attends, mais tu crois pas que tu devrais être plus aimable? Pourquoi? Ben, si t'es plus agréable, tu feras plus de vues. Et comme YouTube paye à la vue, on gagnera plus d'argent. Ben, il y a des choses plus importantes que l'argent, mais enfin. Je ne suis pas un épicier, moi. Je préfère être pauvre et méprisant que riche et complaisant. Ouais, c'est pas ce que tu dis quand tu taxes de l'argent pour aller voir des call girls. Plaît-il? Non, rien. Tant que t'as de quoi me payer, je m'en moque. Non, évidemment que je vais te payer. Avec de la reconnaissance, mon brave. Non, non, ne me remercie pas, ça me fait plaisir de te faire plaisir. Quoi? Non mais tu déconnes là. Bah, que nenni. Non, cette fois c'est décidé, je me barre. Attends! Alors, toutes mes excuses pour cette interruption. Le problème a été réglé. Et j'ai opté pour un ton un peu moins désobligeant afin de vous aider. Enfin, afin de faire plus de vues pour payer mon camarade. Ouais, c'est sympa. Intermittent. Alors, aujourd'hui, cette chronique a pour but d'évoquer un personnage bien connu sous un jour nouveau. En effet, il m'a paru pertinent de mettre en relation le personnage de Vegeta avec la pensée du surhomme, Derryubermensch, du philosophe allemand Nietzsche. Alors, évidemment, cette chronique ne s'adresse pas uniquement aux personnes qui ont lu Dragon Ball. Oui, je te vois derrière ton écran. Oui, je te vois. Oui, je te vois. Oui, ça suffit. Et ça ne s'adresse pas non plus uniquement aux personnes qui ont lu Nietzsche. Je ne vois plus personne. Peu importe. Le personnage de Vegeta est un personnage de la série animée Dragon Ball Z, qui fait suite à la série Dragon Ball, elle-même adaptation du manga Dragon Ball, beaucoup Dragon Ball, créé par le mangaka Akira Toriyama en 1984. Donc, prenons le plus simple en premier, soit Vegeta. Pour celui-ci, je me baserai sur le manga, parfois sur l'anime lorsque l'épisode n'est pas filler. Vegeta est un personnage emblématique de Dragon Ball, qui apparaît dans la suite de Dragon Ball nommé Dragon Ball Z en animé. Il est le prince des Saiyajins et est un anti-héros. Rival du héros devant l'éternel, dans le langage populaire, l'on dirait qu'il est badass. Soit littéralement, un mauvais cul. Oh, et ça m'enjette dit comme ça. Soit, non littéralement, un mauvais garçon. Et c'est là qu'on se demande si c'était mieux. A l'origine, Vegeta est un vilain, mais il devient un héros progressivement. Néanmoins, cela ne le rend pas aussi lisse qu'un Son Goku. En effet, d'une fierté inexpugnable, Vegeta n'a de cesse dans le manga de poursuivre son but, qui est d'être le plus puissant. Ce désir est même ce que l'on pourrait appeler une obsession.
L'on remarque effectivement que Vegeta ne vit que pour ce but et néglige sa vie de famille. Après la période contre Cell, il cherche un équilibre, mais le choix qu'il fait de devenir Majin Vegeta montre bien qu'il vit difficilement l'équilibre vie affective avec son obsession de puissance. Penchons-nous à présent sur notre sacré Frédéric. Philosophe jouissant d'une reconnaissance populaire que peu d'autres penseurs atteignent, il est néanmoins parfois mal compris. Mais vous avez de la chance, car je l'ai compris. C'est parce que t'es aussi tordu que lui. Comme je le disais avant d'être si inopinément interrompu, aujourd'hui j'utiliserai uniquement le concept de surhomme. Qu'est-ce que le surhomme? Eh bien le surhomme, c'est quelque chose de supérieur à l'homme, de meilleur que l'homme. Néanmoins, Nietzsche nous prévient que c'est un idéal à atteindre. C'est ce qui doit orienter la vie de l'homme, un but. Et dans la citation très fameuse « Deviens ce que tu es », on pourrait traduire par « Approche-toi du surhomme autant que tu le peux ». Donc on a compris que le surhomme c'était meilleur que l'homme. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Ou en tout cas plus précisément? Eh bien le surhomme c'est celui qui a le plus de volonté de puissance. Alors, concept majeur de la pensée nietzschéenne, la volonté de puissance est un vouloir vivre. Ou on pourrait même dire un vouloir vivre. C'est intensifier sa vie, optimiser son être, maximiser ses compétences. Enfin, c'est être en quelque sorte l'idéal que l'on peut devenir. Donc, la volonté de puissance n'est pas un vouloir vivre au sens de plaisir effréné, comme les pourceaux d'Épicure. C'est quelque chose qui serait plutôt comme l'orientation dans un unique but. Il faut imaginer que la vie de l'homme, c'est un homme qui est devant plusieurs chemins. S'il choisit un seul but, une seule direction, donc il va en ligne droite finalement, il ira beaucoup plus loin que s'il zigzague en changeant régulièrement de chemin à cause d'altermoiements. Donc finalement, avec tout ça, on se rend compte qu'on pourrait dire que Nietzsche, c'est le père des badass. Cause I'm TNT, I'm dynamite, TNT, and I'll win that fight. Oui, c'est ça, attaque. Pourquoi Vegeta est le surhomme? Donc, avant tout, rappelons que les Saiyans ont de par leur race une certaine proximité avec Nietzsche. En effet, à chaque fois qu'ils frôlent la mort, les Saiyans, enfin les Saiyajin, enfin les guerriers de l'espace, c'est très laid, deviennent plus forts qu'auparavant. Donc on peut mettre en lien ce fait avec la célèbre citation de Nietzsche, « Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts ». Phrase qu'avait d'ailleurs magnifiquement complété Booba avec son lyrisme naturel en ajoutant « ou paraplégique ». Quel talent! Mais lorsqu'on parle de Vegeta, on atteint un tout autre niveau. Parce qu'en effet, si on veut définir Vegeta, le mot qui s'impose, c'est l'obsession. Son désir de puissance est si extrême et si intense qu'on le qualifierait même de maladif s'il concernait une personne réelle. C'est le travail, Krillin. C'est grâce à ça que j'ai obtenu gain de cause. La sagesse n'a rien à voir là-dedans. Je voulais devenir fort, c'était mon seul objectif. Pour y arriver, je me suis entraîné jour après jour, du matin au soir. Les échecs n'atteignent pas Vegeta. Il se prétend le plus fort d'un peuple élu, mais doit se soumettre à un tyran qui détruit sa race. Il essaie de le vaincre par ruse, et donne tout ce qu'il a. Malheureusement, il finit par mourir et par habiter chez lui. Pour l'aspect terrifiant de la mort dans DBZ, on repassera. Après cela, on croit qu'il atteint finalement le niveau de son rival, mais se fait rosser littéralement par une gourgandine et par une espèce de lézard dégueulasse. Alors, déjà, là, on sent que le gars, il a pas de chance. Mais pire,
Alors qu'on croit que la relève est venue avec Son Gohan contre Boo, on se rend compte que son ancien rival Son Goku l'a affronté tout en se préservant. Il n'a même pas daigné l'affronter au maximum de ses capacités. Et malgré ça, a-t-il jamais abandonné? Pas le moins du monde. Vegeta n'a pas besoin d'être l'homme le plus fort pour rester soi-même. Il n'a même pas besoin de ça pour conserver son honneur. Pour rester lui-même, Vegeta a toujours persévéré dans sa voie et à ne jamais abandonner ses efforts pour devenir plus fort. Tu peux peut-être t'approprier mon corps et mon cerveau, mais pas ma fierté ni ma dignité, j'espère que c'est clair. La volonté, le besoin de puissance de Vegeta transparaît. Ainsi, on voit qu'il y a une relation très particulière avec Son Goku. La jalousie et la rancœur qu'il ressent vis-à-vis de son homologue Saiyajin augmentent son besoin de puissance, afin d'essayer de toujours rattraper son rival. Donc, ça augmente par conséquent également sa volonté de puissance. Mais on peut aussi analyser sa relation avec sa femme, autrement dit Bulma. Celle qu'il a épousée a toujours accepté son besoin de puissance. Elle l'a même encouragé, à travers les fameuses salles anti-gravité que tous les sportifs ont rêvé au moins une fois d'essayer. Je me suis battu comme un forcené pour que le monde tourne à ma façon. Mon seul plaisir, c'était éliminer l'ennemi. L'orgueil m'aveuglait. Un autre aspect pour dire que Vegeta est le surhomme est le rapport à la morale. Effectivement, au début du manga, on a tendance à dire que Vegeta a une éthique, pour le peu, quelque peu douteuse. On n'a pas confirmé. En somme, une espèce de fils de fripon. Et après ça, les fans pensent que Vegeta s'est adouci, qu'il a changé. La preuve, quand il dit adieu à Trunks, il le met KO. Non, mais dans le contexte, c'est cohérent. Il n'est pas assujetti aux normes, aux conventions. Vegeta est un prince Saiyan, rappelons-le. Donc, il devrait vouloir la suprématie de sa race, ou au moins qu'elle survive. Il n'en a cure. Voyons son indifférence vis-à-vis de Raditz et Nappa. Vegeta a de cesse de se faire dépasser par les autres en termes de puissance. Logiquement, il devrait abandonner. L'abandon, c'est pour les tarlouses. Vegeta devrait aimer sa famille et vouloir sauver sa progéniture. Nappa, il s'en bat les doigts. Vegeta est un créateur. Il se crée sa vie. Tout le long du manga, on sent que c'est lui-même qui choisit ce qu'il accepte, ce qu'il défend, ce qu'il aime. Il sait de comprendre. Je voulais redevenir comme avant. J'en ai plus qu'assez de ma vie ordinaire. Je voulais redevenir le guerrier rusé et impitoyable que j'étais dans ma jeunesse et venger l'humiliation que j'avais ressentie pendant le combat contre Cell. J'avais changé. Et je subissais ton influence sans le savoir. J'étais devenu celui sur qui on pouvait compter, le brave type par excellence. Et j'avais même une famille, une femme, un fils. Parfois, je me surprenais à aimer vivre avec eux. Et je crois même que j'aurais fini par apprécier la vie sur la Terre si je n'avais pas réagi à temps. Et c'est cet aspect qui a provoqué ce qu'on appelle l'adoucissement de Vegeta. Ce que d'aucuns appelleraient le pouvoir de l'amour. Alors déjà, à ces gens, je leur dirais d'aller se laver à ces foutus hippies. Si Vegeta change, c'est parce que Vegeta a des rapports qui évoluent avec sa famille. Teinté d'indifférence au départ, il devient relativement proche avec eux. Vegeta a une vision du monde originale, il est un créateur. Donc par original, on veut dire qu'il est le premier à avoir cette vision. Pourquoi le premier? Parce que Vegeta a une vision du monde qui est le point de rencontre entre une vision du monde des Saiyajin et une vision du monde des hommes. Vegeta se trouve au milieu en acceptant et en refusant certaines parties des modes de vie des uns et des autres. Alors pourquoi Vegeta se crée ce mode de vie, cette vision du monde? C'est parce qu'il se rend compte que tout se vaut. La vie des humains vaut la vie des Saiyajin. Pourquoi cela? Parce qu'il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Il n'y a pas de meilleure réponse. Il n'y a pas de vrai ou de faux. Surtout,
Et c'est ce que voulait dire Nietzsche lorsqu'il a écrit, dans une de ses œuvres posthumes, « Il n'y a précisément pas de faits, que des interprétations ». Donc, s'il n'y a pas de bon et de mauvais, c'est qu'il ne faut pas se baser sur cela pour savoir quel choix prendre. Mais il faut toujours faire un choix. Alors comment le faire? C'est très simple. C'est sur l'intensification du vouloir vivre. La maximisation de la volonté de puissance. En d'autres termes, le bon choix est celui qui nous permet de mieux être nous-mêmes. Il m'a sauvé la vie autrefois alors que je ne lui demandais rien. Je ne peux pas le supporter. Oh, rends-moi ma dignité. C'est pourquoi Vegeta accepte de se faire contrôler par Babidi et de devenir un Majin. En effet, il commence à avoir des doutes sur son amour familial. Alors qu'il pensait avoir enfin atteint le niveau de son rival, il s'aperçoit qu'en SSJ2, Super Saiyajin 2, son niveau est bien moins inférieur à celui d'un Son Goku en SSJ2, Super Saiyajin 2. Tu suis un peu s'il te plaît. Cette différence de puissance entre les deux, il l'impute à sa famille. Allumette ou cisteron. Je ramasse une saucisse et... Camoulox. Bravo Noël. Par conséquent, Vegeta est en quelque sorte dans un vide. Dans ce vide, il est sans référence et est donc parfois plongé dans l'angoisse. Et par conséquent également dans le doute. Contrairement au surhumain de Nietzsche, qui effectivement ne doute jamais, Vegeta se questionne parfois. Mais c'est justement pour ça que le surhomme de Nietzsche est un personnage purement abstrait. Vegeta, lui, au contraire, vit réellement. Pendant un moment, j'ai oublié ma rancœur. Et j'ai commencé à apprécier chaque minute de ma vie. Et puis ça a recommencé. Je suis redevenu obsédé par l'idée de surpasser Son Goku. Seulement, c'était peine perdue.